Bonjour à toutes et à tous. J'interviens maintenant car la chanson vient de se terminer. Je trouve que c'est le moment parfait pour intervenir. Bonjour Amandine, tu es là avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir de t'avoir encore une fois et toujours avec nous. Aujourd'hui, nous allons avoir cette réflexion, cette démonstration autour des ressources pédagogiques, des ressources qui sont en ligne sur l'espace virtuel. Permets-moi juste une seconde de te présenter Amandine. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, et pour ceux qui te connaissent, ce sera un petit rappel. Tu as travaillé pendant plusieurs années pour le réseau culturel français au Mexique, à Sainte-Lucie et aussi en Espagne, en tant qu'enseignante et coordinatrice pédagogique. Depuis 2017, tu collabores avec les éditions Maison des Langues pour l'écriture des méthodes pour adolescents, les reporters, à la une, diaporama, blogueurs et les groupes d'auteurs, mais aussi les méthodes adultes avec des filles. On te retrouve régulièrement sur nos réseaux sociaux où tu présentes les tutos du FLE et vous allez voir aussi que tu as participé sur des projets de vidéos qui sont associés à nos ressources en ligne. Amandine, tu es aussi cofondatrice des Fabuleuses du Fleu, un superbe projet. D'ailleurs, bientôt, vous allez organiser la semaine des Fabuleuses. Ce sera la sixième édition. Et on est très content de ce projet pour vous. Tu es aussi experte associée. Amandine, j'espère que tu vas bien. Ça fait plaisir de t'avoir ici et je te laisse la parole et profite bien de cette heure en compagnie de tous ces professeurs qui viennent du monde entier pour expliquer justement comment fonctionne, comment utiliser toutes les ressources que nous avons mis à disposition sur l'espace virtuel. À toi. Merci beaucoup Sébastien. Alors je vais partager mon écran, mais j'étais en train de scotcher sur le chat où on voit les provenances de tous les participants et participantes. C'est toujours très impressionnant de savoir qu'on est écouté vraiment partout dans le monde. Du coup, merci beaucoup. Et puis en plus, il y a plein de noms que je connais. Donc bonjour à tout le monde, que je vous connaisse ou pas d'ailleurs. Alors, effectivement, aujourd'hui, il s'agit d'une rencontre virtuelle vraiment un peu technique pour essayer de vous récapituler le fonctionnement de la banque de ressources de l'espace virtuel pour que vous puissiez profiter au maximum de toutes ces ressources clés en main qui existent et qui peuvent nourrir vos cours, enrichir vos cours, vous aider à construire vos cours, etc. Donc, je vais vous faire un peu un récapitulatif de tout ce qui existe et puis vous donner quelques informations techniques. Je vais faire en sorte de garder du temps aussi pour la fin parce qu'il est fort probable que vous ayez des questions auxquelles je répondrai ou Sébastien répondra en fonction de la nature de la question. Voilà. Mais je vais d'abord essayer de vous en expliquer le plus possible et puis ensuite, je répondrai aux questions qui resteront s'il en reste. Voilà notre petit plan d'action. Donc déjà, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est que la banque de ressources parce que c'est quelque chose d'assez récent. Bon, ça fait déjà un moment que c'est installé, mais le fonctionnement de l'espace virtuel a changé il y a quelques temps. Donc je vais vous récapituler ce que c'est que la banque de ressources, vous donner des idées pratiques pour savoir comment est-ce qu'on peut travailler avec cette banque de ressources, quel contenu on y trouve. Je vais mettre en valeur certaines nouveautés qui me paraissent intéressantes. Et puis voilà, comme je vous disais, on va essayer de garder du temps pour répondre à vos questions à la fin. Donc, sans plus attendre, je rentre dans le vif du sujet et je vais essayer de répondre à cette question de qu'est-ce que la banque de ressources. Donc, déjà, quand vous vous connectez à l'espace virtuel, si vous vous êtes déjà connecté, si vous avez déjà un compte, en fait, je vous conseille pour avoir accès à la banque de ressources de classer, je ne sais pas si vous voyez ici, alors là c'est une capture d'écran, mais quand vous arrivez sur la page donc contenu qui est ici, sur l'onglet contenu dans l'espace virtuel, vous pouvez classer tout le matériel de l'espace virtuel par catégorie. Moi, c'est vrai que j'aime bien en général le classer par catégorie parce que ça nous permet d'avoir en premier justement tous ces éléments de la banque de ressources dont je vous ai fait ici la capture d'écran, parce que sinon tout apparaît dans l'ordre où vous les avez utilisés récemment. Alors en fonction de ce que vous voulez faire, ça peut être intéressant aussi de pouvoir accéder rapidement aux dernières choses auxquelles vous avez eu accès. Et puis je vous conseille fortement de mettre en favori, vous voyez en cliquant sur le petit cœur ici à chaque fois, vous pouvez mettre certaines ressources en favorites, ce qui vous permet d'y accéder aussi plus rapidement. Voilà. Euh,
Donc, la banque de ressources, l'objectif, ça va être de vous aider, par exemple, à compléter le travail avec des manuels. Donc, vous utilisez un manuel dans vos cours, qui est la base de votre travail, que ce soit un manuel des éditions Maison des Langues ou pas d'ailleurs, et vous allez avoir besoin de matériel complémentaire pour compléter le travail avec les manuels. Vous pouvez aussi ne pas utiliser de manuel et avoir votre propre séquence pédagogique que vous créez avec votre propre matériel, avec du matériel que vous avez récupéré d'un petit peu partout, et vous allez utiliser les ressources de la banque de ressources pour compléter votre propre séquence pédagogique. La banque de ressources, c'est aussi un répertoire de ressources didactiques et surtout didactisées. On disait en titre que les ressources sont clés en main. Vous allez voir que c'est vraiment ça. Vous avez vos séquences pédagogiques sont prêtes avec la banque de ressources puisque vous avez des fiches de tout type, des exercices interactifs de tout type que vous pouvez utiliser directement en cours. Ces ressources, elles ont été ou conçues et ou sélectionnées, parce qu'on a aussi beaucoup de documents authentiques, par des experts et expertes en didactique du FLE. Donc, vous avez un gage de qualité en utilisant les ressources de l'espace virtuel. Vous allez retrouver des documents authentiques et des documents semi-authentiques, notamment une collection de vidéos qui est semi-authentique, je vous en reparlerai après. Et comment l'utiliser? Vous pouvez faire une utilisation qu'on peut appeler multimodale, puisque vous pouvez à la fois télécharger des fiches que vous imprimez, donc retourner au papier, crayon, etc., sans forcément avoir besoin d'écran. Vous pouvez faire du travail interactif avec toute la classe en projetant les documents et les ressources, les exercices, etc., sur l'écran principal de la classe. Ou vous pouvez même imaginer du travail à la maison, du travail en petits groupes si les élèves disposent eux-mêmes d'un appareil numérique, une tablette, un téléphone, un ordinateur. Donc voilà, on peut vraiment imaginer plein de modes de travail différents. Alors justement, j'ai déjà un peu commencé à répondre à cette question, mais comment concrètement on va pouvoir travailler avec la banque de ressources? Donc, en gros, il y a deux options. Soit vous avez un manuel des éditions Maison des Langues qui est votre base de matériel de cours, soit vous n'avez pas de manuel. Et je vais vous donner un petit peu, où vous n'avez pas de manuel des éditions Maison des Langues, ou vous utilisez un autre manuel, ou vous n'avez pas de manuel du tout. Voilà, c'est un petit peu ça la deuxième option. Donc, je vais vous donner des idées pour les deux options, parce qu'on va envisager les choses différemment si on utilise comme matériel de base de notre cours un manuel des éditions Maison des Langues, puisqu'on va pouvoir faire un lien direct avec la banque de ressources. Mais si vous n'en utilisez pas, vous allez aussi pouvoir enrichir, comme je le disais tout à l'heure, avec plein de ressources. Alors, pour commencer, on va imaginer que vous utilisez un des manuels des éditions Maison des Langues, alors que ce soit un manuel pour enfants comme Capsule, que ce soit un manuel pour adolescents comme les Globetrotters par exemple, ou Diaporama, ou que ce soit, ou Carrousel plutôt, pardon, ou que ce soit un manuel pour adultes comme Défi, Prêt à parler, etc. Peu importe le type de manuel, ils sont tous conçus de la même manière. Et la banque de ressources peut être vue comme une extension du livre numérique parce que vous avez un outil que je vais vous montrer tout de suite qui s'appelle les itinéraires numériques. Donc quand vous ouvrez le livre sur l'espace virtuel, vous avez accès à de nombreuses ressources complémentaires directement liées au livre. Parmi ces ressources, vous allez trouver les itinéraires numériques. Et si vous êtes dans cette situation où vous utilisez un livre des éditions Maison des Langues, je vous conseille de faire ce premier pas avant toute autre chose, avant de commencer à explorer l'espace virtuel. Commencez par aller voir l'itinéraire numérique du manuel que vous utilisez. Alors, j'ai fait ici une capture d'écran alors je ne sais plus quelle unité j'ai pris une unité un petit peu au hasard. Dans les Globetrotters numéro 3, voilà ici l'itinéraire numérique qui correspond à la leçon 1 de je ne sais plus quelle unité, j'ai pris n'importe quelle unité. Et voilà comment c'est présenté. Donc pour la leçon 1, vous voyez que vous avez deux colonnes. Vous avez les ressources numériques directement liées au Globetrotter 3, au manuel. Donc ici, vous avez une vidéo que vous allez pouvoir montrer aux élèves, travailler avec les élèves et faire voilà, utiliser la fiche pédagogique, utiliser l'exploitation interactive de la vidéo, etc. Et si vous voulez compléter cette leçon dans laquelle l'objectif, c'est parler des objets quotidiens et des objets numériques, et dans laquelle il y a des objectifs, bien sûr, grammaticaux, etc. Dans la deuxième colonne, vous avez toutes les autres ressources disponibles sur l'espace virtuel qui correspondent aux objectifs de cette leçon.
Donc, plus la peine d'aller fouiller, parce que vous allez y passer des heures, dans l'ensemble de l'espace virtuel pour essayer de retrouver, visiblement dans cette unité, dans cette leçon, on découvre le futur proche avec les élèves, le futur proche et le futur simple, visiblement. Donc, vous pouviez avant passer des heures à aller chercher tous les exercices qui correspondaient au futur, puis faire un tri pour pouvoir voir lesquels vous alliez utiliser en classe ou pas. Ce travail est déjà fait maintenant. Donc, vous avez ici toutes les ressources qui correspondent aux objectifs de la leçon 1 de Globetrotter 3. Donc ici, on voit qu'on a un tutoriel de grammaire, donc je vous montrerai après à quoi ça correspond. Et on a toute une série d'exercices interactifs pour travailler le futur proche, le futur simple. On a un petit exercice qui s'appelle Dans un siècle, où il va sans doute falloir utiliser à nouveau le futur. Des exercices pour parler des nouvelles technologies et pour décrire un objet. Ça correspond exactement à nos objectifs. Voilà. Alors là, j'ai fait une capture d'écran, donc je ne peux pas vous montrer, mais si on passe la souris dessus lorsqu'on est dessus, il nous suffit de cliquer et l'exercice va s'ouvrir. Donc un énorme gain de temps pour la préparation de nos cours. Donc ça, c'était la première chose qui me semble quasiment la plus importante de toute cette présentation, c'est de vous diriger vers ces itinéraires numériques. Donc, je vous disais, une extension du livre numérique, on va utiliser les itinéraires numériques. Et ensuite, quels objectifs est-ce qu'on va pouvoir renforcer ou quels objectifs on va pouvoir poursuivre en utilisant les ressources complémentaires? On va par exemple pouvoir renforcer des lacunes ou des difficultés qu'on a repérées dans toute la classe, dans un groupe d'élèves, dans un élève. On va pouvoir justement différencier éventuellement, si besoin, les activités en fonction des élèves. Certains élèves ont des lacunes grammaticales, etc. On va leur envoyer des exercices interactifs qu'ils vont pouvoir réaliser. D'autres n'ont pas ces lacunes-là, donc ils vont pouvoir travailler peut-être justement sur la vidéo ou sur quelque chose de complémentaire pour continuer à être plongé dans du français, etc. Ça va nous permettre aussi de personnaliser la classe, puisqu'on va pouvoir travailler sur des faits d'actualité. On va pouvoir aller chercher des vidéos, par exemple, ou des ressources sur des choses que l'on sait qui vont intéresser nos élèves, parce qu'au bout d'un moment, on connaît nos élèves, on sait quelles thématiques les intéressent ou pas. Et ça va nous permettre éventuellement d'élargir sur un thème ou sur un objectif. Si on est en train de voir ici un objectif grammatical, le futur, et qu'on voit que nos élèves ont besoin de plus de matériel, de plus de choses pour approfondir cette thématique du futur, on peut en rajouter. Si c'est pas nécessaire parce que c'est quelque chose de facile et que ça avance, on n'est pas obligé d'en rajouter. Et comme ça, on garde du temps pour ajouter d'autres choses plus tard. Ou si on est dans une unité où, par exemple, on aborde les thématiques du sport, etc., et qu'on voit que nos élèves apprécient, sont motivés par cette thématique, on va pouvoir aller chercher des ressources complémentaires sur les thématiques de sport, par exemple, pour enrichir notre cours et élargir sur ce thème. Et ça permet aussi d'actualiser les contenus des manuels parce qu'on a beau refaire des manuels très régulièrement, notamment pour les manuels ados, mais c'est la même chose avec les manuels adultes, mais les manuels pour les adolescents, les modes et les technologies, etc., évoluent tellement rapidement que c'est parfois difficile de rester connecté et de rester actualisé. Donc toutes ces ressources numériques sont aussi disponibles pour permettre d'actualiser les contenus des manuels. Alors, comment concrètement est-ce qu'on peut les utiliser, toutes ces ressources? Une première option, si vos élèves ont accès également à l'espace virtuel, vous allez pouvoir leur assigner des exercices et des activités. Donc pour ça, quand vous êtes par exemple, alors là j'ai pris un exemple, quand je suis dans le cahier d'exercice, je crois que c'est de défi, on a une unité sur les fêtes et les traditions. Si je veux assigner certaines activités du cahier d'exercice à mes élèves pour qu'ils le fassent sur un autre temps que le temps de la classe, il me suffit de cliquer sur le petit plus ici et les élèves de leur côté, lorsqu'ils sont connectés à leur espace virtuel, ils vont recevoir ces exercices-là pour les faire avec une date limite. Vous pouvez donner une consigne, vous pouvez rajouter des informations, vous pouvez ensuite aller vérifier s'ils ont fait les exercices, regarder leur score, les noter. Enfin, il y a toute une possibilité d'interaction entre vous et vos élèves à travers la plateforme. Autre possibilité, donc assigner les exercices, mais aussi si les élèves n'ont pas accès à l'espace virtuel ou s'ils n'ont pas chacun un dispositif pendant la classe ou voilà, en fonction de l'âge des élèves, ils n'ont pas forcément accès
à un smartphone, à une tablette, à Internet toute la journée, etc. Donc on peut aussi tout simplement projeter au tableau, si vous disposez idéalement d'un tableau blanc interactif, sinon simplement d'un vidéoprojecteur, ou si vous êtes en cours en ligne, bah, faire comme je suis en train de faire actuellement, partager votre écran et donc projeter par exemple cette activité. Donc c'est une compréhension orale, on va l'écouter tous ensemble et on va pouvoir ensuite sélectionner. Donc ici, François veut louer une maison, il appelle le propriétaire pour avoir plus de renseignements. On écoute leur conversation et il va falloir sélectionner quels sont les équipements qu'il y a dans cette maison. C'est exactement le type de compréhension orale que l'on peut faire habituellement. Il n'y a pas de révolution sur l'aspect pédagogique. Mais ici, c'est très interactif puisqu'on va pouvoir proposer, alors si on est dans un cours en présentiel et que l'activité est projetée au tableau avec un écran interactif, on va pouvoir demander aux élèves de se lever, de se déplacer et de venir sélectionner par eux-mêmes les différents éléments qu'on a entendus. Et puis on peut imaginer une co-correction par la classe avant de valider l'activité, parce que lorsqu'on va valider l'activité, on va obtenir le résultat. Donc voilà, on peut imaginer plein de manières différentes. Et puis on a aussi l'impression des fiches. Pour chaque, ou quasiment, ouais, pour presque tous les contenus, vous avez à chaque fois le choix, en fait. Est-ce que vous voulez le faire en mode interactif, comme la précédente capture d'écran que je vous ai montrée, où donc on va directement faire l'activité sur l'écran, cliquer, etc. Ou est-ce que vous préférez, en fonction de vos conditions de classe, en fonction du matériel dont vous disposez, est-ce que vous préférez prendre la fiche PDF et l'imprimer ou l'envoyer par email aux élèves, par exemple, et le faire en papier-crayon pour pouvoir arriver, d'un point de vue pédagogique, on arrive à la même destination. Simplement, on emprunte différents itinéraires. Il y a un itinéraire numérique et un itinéraire plus papier-crayon. Mais l'objectif pédagogique reste le même, ça va être de travailler un point spécifique de la langue ou une compétence particulière, etc. Donc vous allez pouvoir toujours retrouver des fiches pédagogiques comme ça que vous allez pouvoir imprimer. Je vous montrerai plus d'exemples au fur et à mesure. Donc ça, c'est l'exemple si vous utilisez déjà un manuel des éditions Maison des Langues. Vous prenez l'itinéraire numérique, puis vous ajoutez comme ça des éléments qui peuvent intéresser les élèves, qui peuvent leur permettre de renforcer des lacunes, de retravailler certains éléments, etc. Si vous n'avez pas de manuel des éditions Maison des Langues, ou pas de manuel du tout d'ailleurs, parce qu'il y a des profs qui n'utilisent pas du tout de manuel en classe, les ressources de l'espace virtuel, de la banque de ressources, vont vous permettre de varier les plaisirs, puisque vous allez voir, il y a plein de formes d'activités différentes. On a des vidéos, on a des compréhensions écrites d'actualité, on va pouvoir travailler la grammaire, le lexique, la littérature. Oui, la grammaire, j'ai déjà dit, mais travailler la grammaire en regardant une vidéo, travailler la grammaire en faisant des exercices interactifs, regarder une fiction aussi. Enfin, il y a plein de possibilités différentes. Ça permet aussi parfois de faire une pause dans peut-être la leçon habituelle qu'on peut faire. Hop, on se connecte à l'espace virtuel et on va faire une pause en regardant une petite vidéo qui est différente de ce que les élèves peuvent avoir l'habitude de faire autrement. On peut aussi se servir de toutes les ressources pour compléter, parce que nous, on a déjà nos propres ressources, on connaît déjà notre séquence, etc. Mais on a besoin de matériel pour compléter, pour renforcer, pour éventuellement actualiser aussi, comme on disait tout à l'heure, pour motiver aussi les élèves, parce que, bon, je ne sais pas si vos élèves sont comme les miens, mais très souvent, quand on leur dit, bon, maintenant, on va allumer un écran, quel qu'il soit, ou regarder une vidéo, ou faire un exercice sur l'ordinateur, c'est souvent plus motivant que si vous leur dites que vous allez leur donner un papier pour faire un exercice de grammaire ou de vocabulaire. Bon, c'est peut-être pas tous les élèves, mais en tout cas les miens, quand on allume l'écran, un miracle se passe et ils sont beaucoup plus attentifs. Donc voilà un peu pour le comment. Maintenant, et ça va être la partie la plus complète, je pense, la plus longue, c'est savoir quel contenu. Donc répondre à la question, qu'est-ce qu'on trouve dans cette banque de ressources? Alors, je vais vous faire une grande liste, longue liste. J'espère que ce sera complet et vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions à la fin. Pour l'instant, je ne regarde pas le chat, je vois qu'il y a plein de choses qui s'y passent, mais je ne regarde pas pour pas perdre le fil, mais j'irai ensuite. Alors, première section qu'on va trouver, c'est la section qui s'appelle C'est d'actualité, avec des articles de presse. Je vais ensuite vous montrer en détail. Deuxième section de la banque de ressources, ce sont les diaporamas et les posters. Je vais vous montrer aussi un petit peu en détail.
Troisième section, et pour vous le dire franchement, c'est ma préférée, c'est la section vidéo didactisée et les ressources. Et quatrième, j'étais obligée de faire un autre slide tellement il y a de choses, ce sont les exercices interactifs, où là, vous avez des centaines et des centaines d'exercices interactifs jusqu'au niveau B2, donc des niveaux A1, A2, B1 et B2. Alors justement, je vais commencer par vous montrer un petit peu ces exercices interactifs. Lorsque vous cliquez sur un niveau, donc par exemple ici j'ai cliqué sur le niveau A2, vous tombez là-dessus, vous avez ce répertoire d'exercices qui a été classé par compétences travaillées, on va dire, par activité langagière ou par compétence. Donc on a des exercices de compréhension orale, de compréhension écrite, de production orale, de production écrite, de grammaire et de vocabulaire. Ça, c'est pour le A2. Et si vous regardez un petit peu les chiffres du nombre d'éléments que vous avez pour chaque catégorie, vous voyez qu'il y en a beaucoup, alors surtout pour la grammaire et le vocabulaire, pas mal aussi pour les activités de compréhension, beaucoup moins pour les activités de production, puisque dans tous les cas, les activités de production, pour l'instant en tout cas, on a encore besoin du professeur pour venir corriger. Donc, ce n'est pas forcément l'objectif de ces exercices interactifs. L'objectif, c'est que les élèves puissent le faire en autonomie et recevoir une correction automatique immédiatement. Donc ça fonctionne beaucoup moins pour les exercices de production pour l'instant, parce que les technologies sont en train d'évoluer, mais pour l'instant. Alors pour vous donner un exemple, par exemple ici, un exercice de grammaire, il s'agit c'est de la grammaire, même plutôt du lexique d'ailleurs, il s'agit de placer les adjectifs dans la colonne correcte en fonction de leur sens. Est-ce que c'est un adjectif plutôt positif ou plutôt négatif? Voilà, c'est du A2. L'objectif, voilà, très rapidement, l'élève va pouvoir cliquer sur un adjectif, puis cliquer sur la colonne positif ou négatif et placer comme ça les adjectifs et obtenir immédiatement la correction, la validation de ses réponses. Voilà. Donc il a le droit à plusieurs essais, il peut ensuite remettre à zéro pour recommencer si nécessaire. Et puis si vous avez fait le lien sur la plateforme entre vos élèves et vous, vous allez pouvoir voir aussi son score et voir où est-ce qu'il s'est trompé pour éventuellement retravailler certaines choses avec lui ensuite. Donc je ne vous ai pas mis d'autres exemples des exercices interactifs parce que vous avez vu qu'il y en a énormément, énormément. Mais je vous invite à fouiller, à aller vous promener dans l'espace virtuel et à aller explorer et cliquer et essayer, etc. L'avantage, c'est que donc, les exercices sont classés par compétences et surtout, si vous utilisez un manuel, commencez par aller voir l'itinéraire numérique. J'insiste beaucoup là-dessus, mais parce que ça va vous faire gagner un temps fou. Voilà pour les exercices interactifs. Ensuite, une autre collection qui est vraiment très intéressante, qui peut nous faire gagner beaucoup de temps aussi, c'est la collection C'est d'actualité. Donc, c'est d'actualité. Voilà comment ça se présente lorsque vous cliquez. Vous avez trois catégories. Vous avez les dernières publications, puisque comme on parle d'actualité, souvent c'est intéressant de savoir quelles ont été les dernières publications. Toutes les publications par niveau ou toutes les publications par thématique. Moi, j'avoue que souvent, je vais plutôt chercher les publications par niveau parce que je connais le niveau de mon élève et je sais ce que je veux travailler avec lui. Mais ça peut être aussi intéressant de chercher par thématique, parfois pour éventuellement s'inspirer d'une ressource qui est ici, qui va parler par exemple de sport, comme je disais tout à l'heure, et adapter et reprendre certaines choses pour l'adapter au niveau de nos élèves si ça ne correspond pas, ça peut être une possibilité. Alors voilà comment ça se présente quand j'ouvre une des ressources. J'ai pris une des dernières justement. On a toujours la fiche apprenant. Donc, dans la fiche apprenant, vous avez bien sûr le titre, le niveau, la source et l'article. Donc, c'est d'actualité. Il s'agit d'articles de presse francophones dont les droits ont été achetés. Donc, vous n'avez pas besoin, vous savez, quand vous cliquez, par exemple, ici, c'est un article du Monde. Lorsque vous cliquez, vous voulez utiliser un article que vous avez trouvé sur Le Monde, le site du Monde, souvent il faut être abonné au Monde pour avoir accès à l'article complet, ce qui est tout à fait normal, hein, il y a des droits d'auteur. Ici, vous avez l'avantage que les éditions Maison des Langues ont acheté les droits d'auteur, ont payé les droits d'auteur, et donc vous avez accès à l'intégralité de l'article. Donc, à gauche, la grande colonne de gauche, c'est l'article avec une photo souvent. Et à droite, dans la colonne grisée, vous avez toute l'exploitation pédagogique. Donc, cette exploitation pédagogique va nous permettre de travailler la compréhension écrite, la langue. En général, il y a un point de langue qui est travaillé en fonction de ce qui se trouve dans l'article, et une petite tâche finale
qui est souvent une petite tâche de production ou de faire une présentation pour aller plus loin sur cette thématique. Donc ça, c'est la fiche apprenant. Ensuite, un autre fichier que vous allez systématiquement trouver dans c'est d'actualité, c'est la fiche de lecture guidée que moi je trouve extrêmement intéressante. Alors j'ai fait un petit zoom pour vous montrer la légende. En fait, vous voyez qu'ici c'est l'article de presse, le même qu'on a vu tout à l'heure, mais avec des mots mis en valeur de couleur. Donc là, vous voyez qu'en vert, on a les expressions fréquentes. En rouge, on a les verbes et les constructions verbales. Et en bleu, les connecteurs logiques, ce qui va permettre aux élèves de repérer tout de suite comment sont utilisées ces expressions. Alors, le choix des couleurs et de ce qui est mis en valeur a un rapport avec l'exploitation pédagogique qui est faite de l'article, bien sûr. Mais ça va en fonction du niveau des élèves, en fonction de ce que vous voulez travailler avec eux. Ça peut être très intéressant de leur distribuer plutôt cette version-là de l'article, par exemple, pour que, bah, ils puissent comprendre comment est organisé l'article, comment sont utilisées ces différentes expressions, etc. Et du côté des enseignants, eh bien, nous, on a la fiche enseignante qui reprend donc toutes les questions d'exploitation avec les réponses, ce qui nous fait gagner énormément de temps d'avoir les réponses. Et puis tout en bas, on a une suggestion de comment travailler cet article-là en mode classe inversée. Donc avec toujours trois étapes. Une première étape en classe, donc quand vous êtes en direct avec les élèves, que ce soit en ligne ou en présentiel, peu importe. Puis ensuite, leur donner une tâche à faire à la maison, ou en tout cas en dehors du moment de cours puis un retour en classe. Donc c'est toujours comme ça, en classe, à la maison et à nouveau en classe. Ce qui permet parfois de gagner du temps aussi, puisque dans la compréhension écrite, bah, il y a tout un temps de lecture qui parfois peut être une lecture plutôt individuelle, personnelle. Voilà, donc vous allez toujours retrouver une suggestion comme ça pour voir comment organiser le travail en mode classe inversée. Et dernier document parmi tous ces documents, donc pour chaque article, vous retrouvez tous ces documents-là. Le dernier document, c'est une fiche carte mentale à compléter. Donc là, je vous ai mis un exemple. Ici, la carte mentale va permettre surtout de travailler sur le lexique, mais ce n'est pas toujours le cas. En fonction du type d'article, en fonction du niveau, etc., on va pouvoir leur proposer aux élèves de ranger dans une carte mentale les arguments pour, les arguments contre, trier le lexique en fonction de plein de choses. Voilà, on va trouver plein de choses différentes, ce qui permet d'aller vraiment au bout de la compréhension écrite et de l'exploitation qu'on fait de cet article. Voilà. Donc tout ce matériel est téléchargeable en PDF et vous pouvez ensuite l'imprimer, le distribuer aux élèves, leur envoyer par mail. À vous de voir comment est-ce que vous vous en servez. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir là encore, aller fouiller dans cette rubrique. Alors il y a beaucoup de ressources pour les niveaux B1, B2, quelques-unes pour les A2, beaucoup moins pour le A1, puisque comme il s'agit d'articles de presse authentiques, bon, bah, pour le niveau A1, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais dès le A2, vous allez retrouver pas mal de matériel et de plus en plus. Plus on monte de niveau, plus on en trouve. Donc ça, c'est une heure de cours toute prête, clé en main. Autre section, la section diaporama. Alors, quand vous cliquez sur la section diaporama, vous retrouvez ces trois petites rubriques. Alors, vous avez d'abord les diaporamas de nos méthodes. C'est du matériel qui commence à dater un petit peu, mais si jamais vous utilisez les manuels A+, ou et Entre nous, ce sont des diaporamas qui sont directement liés aux méthodes A+, et Entre nous, des niveaux 1. Et vous allez pouvoir avoir du matériel à projeter facilement en classe, etc. Voilà. J'insiste pas beaucoup plus là-dessus, puisqu'il s'agit de matériel un peu ancien. En revanche, les mots de la rue, ça c'est assez intéressant. Je vous ai mis ici un exemple. Donc les mots de la rue, c'est du langage authentique. Souvent, ce sont des photos de graffitis ou d'affiches qu'on peut trouver dans la rue quand on se balade en France ou dans un pays francophone. Et on propose aux élèves d'explorer un peu ce langage de la rue. Euh, avec une petite compréhension écrite et essayer de réutiliser les expressions qu'on a pu voir dans ce genre de choses. Donc c'est pareil, c'est des choses qui sont assez courtes à exploiter en classe et qui permettent, on sait qu'on va avoir 15 minutes un petit peu en trop à la fin d'un cours et qu'il faut compléter avec quelque chose, hop, ça nous permet de changer un peu, changer de type de ressources, etc. Et le dernier élément qu'il y a dans les diaporamas, ce sont des posters à imprimer et à afficher dans la classe, ce sont les posters qui sont souvent liés
aussi aux méthodes, avec des jeux, avec des cartes du monde, avec plein de choses comme ça. Voilà, oui, je vous laisserai explorer pour aller voir ça. Dernière rubrique, et c'est la plus complète, je crois, je vous disais, c'est ma préférée, ce sont les vidéos didactisées. Dans les vidéos didactisées, vous avez 7 collections. Et dans ces 7 collections, au total, vous avez 191 vidéos. Donc autant vous dire que vous avez du matériel. Et pour chaque vidéo, vous avez toutes les ressources qui sont liées à cette vidéo. Donc, dans les ressources, vous allez trouver des exercices interactifs de compréhension orale, de compréhension visuelle, de travail lexical, grammatical, etc. Des fiches pédagogiques à imprimer. Donc, vous allez pouvoir choisir est-ce que vous le faites en exercice interactif sur l'ordinateur, sur le téléphone, ou avec la fiche pédagogique. C'est les mêmes exercices, mais dans deux modes différents. Les fiches enseignantes, toujours important pour savoir comment les utiliser en classe, les transcriptions des vidéos, ce qui peut parfois aider, et puis ça nous permet aussi d'avoir ce matériel pour éventuellement imaginer d'autres exercices encore en plus, et souvent des glossaires pour travailler le lexique et les réponses, bien sûr, de toutes les fiches pédagogiques. En général, les réponses sont d'ailleurs dans les fiches enseignantes, ce qui nous permet de gagner beaucoup de temps. Alors, je vous disais, il y a 7 collections différentes. J'ai essayé de les classer un peu dans un ordre qui me paraissait logique pour vous les expliquer. La première catégorie comprend 4 collections et ce sont les vidéos qui permettent de travailler la langue, d'accord? Donc, parmi tout ça, vous allez trouver des capsules de phonétique, donc, comme à chaque fois, vous avez une petite phrase qui vous explique de quoi il s'agit. Donc, ces capsules de phonétique sont surtout imaginées pour les débutants, hein, parce que l'objectif, c'est dès le niveau A1, A2, bah, d'acquérir les bons réflexes pour bien prononcer le français. Et ce sont des vidéos assez courtes, qui durent 1, 2 minutes, qui permettent de présenter un point de phonétique ou de prosodie d'ailleurs, c'est pas que de la phonétique des sons, on a beaucoup de choses sur le rythme de la phrase, sur les intonations, etc. Essentiel. C'est très visuel. Moi qui suis nulle en enseignement de la phonétique, je ne sais pas du tout comment m'y prendre, ces capsules de phonétique m'ont énormément aidé, et je crois ont beaucoup aidé mes élèves aussi, pour comprendre comment découper les sons, comment les prononcer, etc. Donc c'est vraiment très intéressant. Ensuite, vous avez la collection GrammaClip. Donc là, c'est pour les niveaux A1 jusqu'à B1. Mais moi, très sincèrement, je les utilise aussi beaucoup avec mes élèves de B2, C1 pour justement renforcer des lacunes, leur permettre de réviser des points de langue qui ne sont pas encore acquis, etc. Donc c'est un bon outil pour faire des révisions ou pour découvrir un point de langue en fonction du niveau. Et donc, ces GrammaClips, ce sont des petits clips animés qui permettent d'apprendre ou de réviser la grammaire en s'amusant, parce qu'on a des petits personnages, donc on a 2 personnages, Yves et Yvette, à qui il arrive des choses qui nous permettent d'apprendre des nouvelles structures linguistiques. C'est en français et en anglais, ce qui permet au niveau très débutant éventuellement de rentrer dans les explications de grammaire plus facilement pour les anglophones, bien sûr. Et pour chaque vidéo, donc vous voyez qu'ici on a 13 vidéos, donc ça permet quand même de voir un certain nombre de points de langue. Pour chaque vidéo, on a une batterie d'exercices, soit à télécharger, soit interactifs directement. Donc ce qui permet aussi aux élèves de travailler en autonomie si besoin. C'est pour ça que je vous disais que moi je les utilise souvent comme matériel de révision quand des élèves ont des lacunes, devoirs à faire à la maison, bah, allez voir ce GrammaClip, faites les exercices, ça vous permettra de réviser ce point de langue que en B2 ou C1, vous devriez déjà connaître. En A1, A2, B1, en général, souvent, je le découvre avec eux, le point de langue, grâce à ce genre de petits clips. On a aussi la catégorie Lexville, qui là aussi est plutôt faite pour les niveaux les plus bas, mais qu'on peut aussi, de la même manière que GrammaClip, utiliser pour des révisions. Et là, l'objectif, ça va être de présenter et de pratiquer un point de vocabulaire. Donc, c'est sur une thématique. Par exemple, on peut avoir une vidéo sur la maison. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans la maison, les pièces, les meubles, etc. Et à chaque fois, de la même manière, vous avez pour chaque vidéo une fiche téléchargeable et ou des exercices interactifs. En fait, à chaque fois, vous pouvez choisir 2 options. Et enfin, dans cette catégorie travail de la langue, on a aussi les tutoriels de grammaire.
Et là, je vais vous montrer directement de quoi il s'agit. J'espère avoir bien partagé mon son. J'ai un doute si je l'ai fait ou pas. Et vous allez voir que vous allez peut-être me reconnaître sur cette vidéo. Alors, Amandine, on n'entend pas la vidéo. Ah, ouais, je me doutais que j'avais pas bien cliqué. Pourtant, on a fait le test tout à l'heure. Je recommence, pardon. Tac. Bah, normalement, ça doit fonctionner maintenant. Je réessaye. Désolé. C'est parfait. Bonjour tout le monde! Dans cette vidéo, nous allons parler de l'imparfait. Prenons un exemple. Quand j'étais petite, je détestais les musées. Dans cette phrase, j'étais et je détestais sont des verbes à l'imparfait. J'étais, c'est le verbe être, et je détestais, c'est le verbe détester. L'imparfait est utilisé pour décrire une situation du passé. Ici, je parle de mon enfance, quand j'étais petite. Donc, il y a longtemps. Et je décris une situation. Je détestais les musées. On peut aussi utiliser l'imparfait pour décrire une habitude dans le passé. Par exemple, j'allais au musée avec ma grand-mère toutes les vacances. C'est une habitude qui se répète toutes les vacances. Un autre exemple? Je coupe, je ne vais pas vous faire toute l'explication de l'imparfait, mais juste pour que vous voyez. Donc vous avez une soixantaine, oui, il y en a 68, c'est marqué ici, 68 explications grammaticales avec moi qui vous expliquent, enfin qui expliquent aux élèves, hein, vous avez vu, j'essaye de parler le plus lentement possible et le plus distinctement possible, ça s'adresse aux élèves, et l'objectif c'est de faire une explication d'un point de grammaire. Euh, donc voilà, l'idée d'utiliser ces petites pastilles de grammaire aussi, ça peut être là aussi, ben, parfois on a des élèves qui bloquent sur un point de grammaire et on a beau essayer de l'expliquer, de le réexpliquer, etc. Parfois le fait d'avoir l'aide d'un autre professeur, donc en l'occurrence ici moi, qui explique autrement le point de grammaire, des fois ça peut débloquer. Ou si vous travaillez en mode classe inversée, ça permet aussi de gagner du temps parce que les élèves vont pouvoir regarder cette explication grammaticale à la maison, faire un petit exercice ou deux d'ailleurs, parce qu'à chaque fois, vous avez quelques exercices qui sont liés directement pour mettre en application le point de langue qu'on vient d'expliquer. Et puis, ça peut aussi servir, bah, comme je disais, pour des niveaux plus avancés qui devraient déjà connaître ce point de langue. Bah, ça leur permet de réviser, de revoir l'explication. Quand on a des élèves aussi qui ont des difficultés de lecture ou pour qui une explication écrite, même si elle est sous forme de tableau, de schéma, etc., c'est pas facile. Ben, le fait de l'entendre, de le voir expliquer, on a essayé de faire quelque chose d'assez visuel avec les mots qui apparaissent et des choses comme ça. Je pense que ça peut aider. Voilà, c'est simplement une autre manière d'avoir une explication de grammaire. Et donc, je répète, pour chaque vidéo d'explication de grammaire, vous trouvez un ou deux exercices autocorrigés qui vont permettre aux élèves du coup de systématiser. Donc, on écoute l'explication de grammaire et on met en pratique immédiatement pour voir si on a bien compris et si on a acquis ce nouveau point de langue. Donc voilà pour les vidéos vraiment de travail linguistique. Après, on a une autre catégorie de vidéos qui sont des vidéos de fiction. Et là, on a deux catégories. On a la catégorie microfilm, et c'est là où je vous disais qu'on a des ressources qui sont semi-authentiques, puisque ces microfilms, ce sont donc comme leur nom l'indique, des petits films qui durent 5 minutes à peu près, quelque chose comme ça. C'est une fiction en général, voilà, on a des personnages à qui il arrive des choses, mais ça a été enregistré pour des apprenants de français. Donc les acteurs parlent particulièrement, de manière particulièrement articulée et distincte, et on se retrouve face à des situations de communication qui correspondent à un niveau, avec des phrases et des actes de langage simples, définis, sans fioritures, sans tous ces petites choses qui peuvent parfois perturber la compréhension orale des plus petits niveaux. Donc, ce qui est intéressant,
Enfin, en tout cas, moi, souvent, ce que je fais en classe, c'est que je ne dis pas aux élèves que ces petits films sont un peu particuliers et que ce ne sont pas de vrais films avec des vrais acteurs, etc. Enfin, si, ce sont des vrais acteurs, mais qui ne s'expriment pas naturellement, complètement naturellement, parce que ça les motive énormément de voir qu'ils comprennent une vidéo enfin, une fiction, etc., qui a l'air d'être une vraie fiction. Donc ça, ce sont les microfilms qui sont vraiment adressés au niveau A1, A2. On peut toujours les utiliser en B1, B2, mais ça devient presque trop facile, donc on perd un peu l'intérêt. Donc pour chaque microfilm, vous avez comme d'habitude soit directement les exercices de compréhension et de travail de la langue interactifs, comme la capture d'écran que j'ai fait en dessous, soit vous voyez, il y a une liste de documents associés. Donc vous pouvez choisir de regarder la vidéo avec sous-titres ou sans sous-titres, et puis vous retrouvez toujours la fiche apprenant, la fiche enseignant, la transcription et les phrases qui sont importantes dans cette vidéo, qui vont être sous forme de PDF, donc très pratique. Et puis la deuxième catégorie que l'on retrouve, c'est la catégorie court-métrage. Donc dans la catégorie court-métrage, bah là ce sont de vrais courts-métrages authentiques, actuels, etc., faits par des vrais réalisateurs et réalisatrices. Et on en a fait une exploitation didactique, donc vous allez pouvoir là aussi utiliser des exercices interactifs ou des fiches d'exercices à télécharger. La dernière catégorie de vidéos hop, pardon, j'avais oublié qu'il y avait des flèches qui apparaissaient. La dernière catégorie de vidéos, c'est quelque chose d'assez récent d'ailleurs, c'est la catégorie littérature visuelle. Et là, vous avez des vidéos qui permettent de travailler des extraits de littérature francophone, avec là aussi des exercices interactifs et des fiches téléchargeables. Alors, plus facile que d'expliquer, je vous en montre un extrait. Euh, Comme ça, c'est plus simple. Et puis vous voyez à quoi ça ressemble. Entre les pattes d'un lion, un rat sortit de terre, à ses ailes étourdies. Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire? Cependant, il advint qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris dans des rets, dont ses rugissements ne le purent défaire. Sire Rat accourut et fit tant par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. J'interromps Jean de La Fontaine, désolé. Mais vous voyez en fait que ça peut énormément aider les élèves avec. Alors, si vous avez envie de travailler sur les fables de La Fontaine, ici c'était les fables de La Fontaine, avec vos élèves, la langue utilisée dans les fables de La Fontaine est vraiment de plus en plus éloignée de la langue que vos élèves peut-être apprennent ou de la langue à laquelle ils sont habitués en français. Le fait d'avoir cette animation, ce petit dessin animé, explique la situation et permet de comprendre beaucoup plus facilement. Donc ça peut permettre aux élèves les plus réfractaires à la littérature de rentrer tranquillement dans la littérature francophone et puis de les habituer aussi à d'autres types de textes. Donc pour l'instant, il y a 4 ou 5 vidéos. Donc vous avez Jean de La Fontaine, c'était Le Lion et le Rat, Le Chat de Charles Baudelaire, donc c'est un poème. Il y a une petite nouvelle aussi, j'ai oublié son nom, La Gare ou quelque chose comme ça, qui est très bien aussi, c'est très visuel. Et la quatrième, je ne sais plus ce que c'est. Je vous invite à aller voir, à aller fouiller là aussi. Et pour chaque vidéo, comme d'habitude, vous retrouvez des exercices interactifs. Donc là, par exemple, je vous ai mis, alors c'est pas pour la même vidéo, c'est pour vous montrer un peu la variété. Voilà, par exemple, on écoute et on doit essayer de sélectionner la bonne réponse. Alors l'avantage de le faire en exercice comme ça interactif, c'est que vous avez la réponse immédiatement, enfin les élèves ont la réponse immédiatement. Et si vous n'avez pas la possibilité d'utiliser la version interactive ou si vous préférez le faire en papier, il y a toujours les fiches téléchargeables. Je pense que vous avez compris maintenant un peu le fonctionnement, les modalités à chaque fois, quasiment à chaque fois, sauf pour les exercices interactifs de la catégorie exercices interactifs. Vous pouvez toujours choisir de faire les exercices
des activités à base de vidéos, à base d'articles de presse, etc., directement en ligne, ou d'imprimer le matériel, en tout cas de le télécharger et de le faire sur papier. Donc vous avez vraiment toujours la possibilité de changer, ce qui va nous permettre de modifier un peu les manières de travailler, enfin de varier dans les manières de travailler, travailler en petits groupes en autonomie, travailler à la maison, de manière individuelle, avec toute la classe. Voilà. Donc c'est très utile aussi quand vous avez des classes hétérogènes et que vous avez besoin de différencier un peu et de renforcer le lexique et la grammaire avec certains élèves. Pendant ce temps-là, les autres ne vont pas rester inactifs et ils vont pouvoir travailler par exemple sur un peu de littérature ou sur un court métrage, etc. Donc voilà, ça nous permet, quand on a le matériel bien sûr disponible, ce qui n'est pas toujours le cas, mais quand on a le matériel numérique disponible, bah, ça va permettre de pouvoir faire des petits ateliers comme ça au sein même de la classe. Il me reste à vous donner quelques informations pratiques pour terminer ma présentation. Alors d'abord, il se peut que quand vous commenciez, si vous ne connaissez pas encore l'espace virtuel, ou même si vous le connaissez bien, comme il y a beaucoup de choses qui ont changé ces dernières années, que vous soyez peut-être un peu perdu dans l'espace virtuel. Donc pas de panique, vous avez plein de manières de trouver de l'aide. Déjà, à l'intérieur de l'espace virtuel, vous avez un espace aide avec de l'aide pour les professeurs et de l'aide pour les élèves, parce que ça peut, si vos élèves vont également avoir accès à l'espace virtuel, il se peut qu'ils aient un peu, au départ, des difficultés pour créer leur compte, pour se retrouver dans la plateforme. À chaque fois qu'on est sur un nouveau site, on peut avoir des difficultés au départ à comprendre comment ça fonctionne. Donc, allez voir ces rubriques d'aide, c'est très complet. Là aussi, ça peut être sous forme de PDF que vous pouvez directement télécharger, imprimer, distribuer aux élèves si besoin. Vous allez trouver beaucoup de ressources déjà dans cette première rubrique. Ensuite, si vous allez sur YouTube, sur la chaîne des éditions Maison des Langues, vous avez comment ça s'appelle, une playlist. Oui, c'est ça, une playlist. Une liste de vidéos qui sont des tutoriels pour utiliser l'espace virtuel. Donc, c'est des vidéos très courtes qui, en quelques secondes, répondent à une question. Par exemple, comment activer les notifications? Si vos élèves vous écrivent via la plateforme, comment être sûr de recevoir les notifications? Comment faire pour que les élèves rejoignent le groupe du professeur? Comment accéder aux ressources gratuites qui sont directement liées avec votre manuel? Si vous avez acheté un manuel des éditions Maison des Langues, vous avez accès à des ressources directement. Voilà, vous allez trouver comme ça, il y a une dizaine de vidéos, donc vous allez pouvoir déjà avoir pas mal de réponses. Et puis l'avantage du format vidéo, c'est que bah, vous voyez exactement où cliquer, comment faire, etc. Ensuite, sur le site des éditions Maison des Langues, donc sur le site EMDL, éditions Maison des Langues.fr, vous avez aussi un centre d'aide qui est très complet, sur lequel il y a plein de réponses à vos questions, qui sont aussi disponibles en anglais et en espagnol. Donc je pense notamment aux élèves qui ont un petit niveau de français, qui auraient besoin de plus d'aide pour accéder à la plateforme. Donc c'est classé par catégorie, sur comment utiliser les vidéos, comment utiliser, qu'est-ce que c'était, comment assigner les devoirs ou assigner des activités aux élèves, etc., etc. Voilà, je vous laisse explorer ça. Enfin, si vous ne trouvez pas de réponse à vos questions, il vous reste toujours la solution, l'appel à un ami, j'allais dire. Contactez le service clientèle qui, en général, est réactif et vous répondra rapidement. Donc, vous avez deux solutions. Le formulaire de contact que vous allez retrouver sur l'espace virtuel aussi directement ou le chat directement sur l'espace virtuel. D'accord? Euh, on vous répondra rapidement, précisez bien quel est votre problème technique, etc. Et puis vous allez recevoir une réponse. Vous pouvez aussi d'ailleurs leur écrire en anglais ou en espagnol sans problème. Et puis je vais laisser la parole à Sébastien qui est revenu pour vous expliquer le dernier diaporama, parce il va expliquer ça bien mieux que moi, comment accéder à toutes ces ressources. Alors, avant tout, ben, merci beaucoup, Amandine, pour toutes ces explications. C'est vrai que depuis plusieurs années, on a développé ces ressources et c'était important pour moi aussi de les regrouper. Comme tu l'as bien expliqué, elles sont disponibles via les itinéraires numériques, mais on les a mises de manière indépendante. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a dans un premier temps la banque de ressources. La banque de ressources, en fait, donc via souscription annuelle, permet justement d'accéder à l'ensemble des ressources qui ont été présentées. Vous avez aussi l'accès à la bibliothèque complète. C'est l'accès complet à la banque de ressources, mais aussi à tous les ouvrages des éditions Maison des Langues.
Nous avons aussi l'accès qui est disponible en plus, on va dire. Donc, quand vous avez le livret cahier du professeur, euh, ça vous donne donc accès, on va dire, à ce niveau-là, aux itinéraires numériques qui sont proposés. Et donc, à l'intérieur des itinéraires numériques qui sont classés, disons qu'on a classé toutes les ressources par unité. Enfin, pour les élèves, la banque de ressources n'est pas accessible directement. Elle est uniquement disponible via les itinéraires numériques dans le livre. Et nous avons exactement aussi mis à disposition tout ce qui est batterie d'exercice pour les élèves, justement pour pouvoir systématiser. Donc voilà.